Voilà une idée bien ancrée en France. Il y aurait d'importantes ressources financières à mobiliser du côté de l'épargne pour dynamiser la croissance. Il faut dire qu'avec un taux d'épargne se situant aux alentours de 15-16% depuis quelques années, la France se classerait, comme l'Allemagne, plutôt dans le camp des fourmis. 16%, c'est en effet près de 10 points de plus que les cigales américaines ou britanniques. Alors pour comprendre la réalité de l'épargne française, je reçois aujourd'hui Didier Davidoff. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne, l'OEE. Alors, en fait, dans les chiffres que je viens de citer, ce sont ceux de l'OCDE, repris par la comptabilité nationale, mais ils ne définissent pas tout à fait les mêmes choses. Alors, quels sont les biais statistiques qui nous empêchent de voir plus clairement la situation? Alors, les statisticiens sont des gens compliqués et vous m'avez dit que je devais tenir en quelques minutes. Cet agrégat de taux d'épargne de 16% est en fait assez trompeur quand on cherche à le comparer à d'autres pays européens. Il y a au moins trois biais techniques statistiques. Premier biais, quelquefois on parle d'épargne brute, quelquefois on parle d'épargne nette. Les Allemands parlent par exemple souvent d'épargne nette et ils se retrouvent avec des taux d'épargne de 10% contre 16% en France. Quelle est la différence entre les deux? C'est l'obsolescence du patrimoine. Quand vous faites des travaux dans votre maison, c'est de l'épargne, c'est de l'épargne non financière. Mais si ces travaux, vous refaites votre toiture qui s'est dévalorisée au cours du temps et que vous ne faites que reconstituer la valeur de votre maison, on ne peut pas réellement dire que votre épargne a augmenté. Et c'est bien là le problème, puisque les comptables nationaux ne savent pas, en France, mesurer l'obsolescence du capital. Donc ça, c'est le premier biais. C'est le premier biais. Si on en tenait compte, on diminuerait le taux d'épargne de 4 à 5 points chaque année. Deuxième biais, là, il est plus institutionnel et il a trait au régime de retraite. Vous savez qu'il y a deux grandes familles d'organisation des systèmes de retraite, des systèmes préfinancés de type anglais ou hollandais et des systèmes par répartition. Comme en France. Comme en France. Alors évidemment, les deux systèmes ne s'opposent pas totalement. Les Anglais ont un petit peu de répartition, nous avons un tout petit peu de capitalisation. Mais ce point-là a une influence énorme sur les taux d'épargne, surtout dans des populations vieillissantes comme les nôtres. Les Anglais ont un taux d'épargne faible. Et l'une des raisons de la faiblesse de ce taux d'épargne, c'est que tout simplement, les fonds de pension actuellement versent plus de prestations aux retraités qu'ils ne reçoivent de cotisations de leurs membres actifs. Et donc on pourrait penser que l'existence de fonds de pension augmente l'épargne, dans l'absolu peut-être, mais aujourd'hui, non. Ça diminue le taux d'épargne. Et si par exemple, on prenait en compte les déficits des régimes de retraite, la baisse des avoirs de la GIRC ou de l'ARCO pour diminuer le taux d'épargne des Français, on se rapprocherait dangereusement des taux d'épargne britanniques. Alors, prise en compte de l'obsolescence, retraite, troisième biais? Alors, troisième biais, c'est la manière dont on place son épargne et son épargne financière en particulier. On va prendre deux cas. J'achète des actions et je les revends dans un an. Donc, disons que je suis américain. Je n'ai fait aucun effort d'épargne, sauf le jour où j'ai acheté des actions. Maintenant, je fais mes placements sur du livret A. Je reçois à la fin de l'année des intérêts sur ce livret A ou sur mon assurance vie en euros. Ces intérêts vont être comptabilisés comme un revenu par les comptables nationaux, mais en réalité, vous les laissez sur votre livret A, vous les laissez sur votre contrat d'assurance vie en euros. Eh bien, ces sommes que vous laissez sont enregistrées par les comptables nationaux comme des flux positifs d'épargne. Donc on voit bien que selon la manière dont on épargne, dans un cas, celui qui ne bouge pas ne va pas augmenter son épargne, il sera américain ou anglais, et celui qui est investi sur des produits d'épargne qui génèrent du revenu réinvesti tacitement, eh bien celui-là, on croit qu'il épargne plus que l'anglais ou l'américain. Alors cette précision méthodologique étant faite, je voudrais que l'on revienne sur le taux d'épargne en France, 16%, je le disais en introduction. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces 16%? Qu'est-ce qui caractérise l'épargne française et les comportements d'épargne des Français par rapport à ses voisins? Est-ce que finalement, ce n'est pas un goût prononcé pour l'immobilier? Alors, un goût prononcé pour l'immobilier, est-ce qu'on peut le voir dans les statistiques de taux d'épargne? Un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que quand un ménage achète un appartement à un autre ménage, en comptabilité nationale, vous avez zéro. Et donc l'effort
d'achat des jeunes générations de leur logement, par les jeunes générations de leur logement, finalement n'intervient pas dans les chiffres de formation brute de capital fixe, c'est-à-dire l'investissement non financier des ménages. Et donc cette FBCF, formation brute de capital fixe, donc cette partie non financière de l'épargne, elle ne reflète finalement que la construction de logements neufs, pour dire vite. Et donc c'est une vision un petit peu étroite, je dirais, des comportements des ménages. Alors, particularité française dans le domaine financier, vous ne me croirez peut-être pas, mais on n'a pas beaucoup de dépôts bancaires en France. Oui, c'est étonnant. Moins qu'ailleurs. Ouais. Et quand on en a, ces dépôts bancaires, eh ben, ils ne restent pas tous dans le bilan des banques. Hein. Vous savez, le livret A, par exemple, ce sont des sommes qui sont centralisées à la Caisse des dépôts et donc qui ne sont pas mobilisables par les banques comme une ressource pour ensuite financer l'économie. Et donc ça, c'est un trait caractéristique de la France, d'avoir peu de dépôts au passif des banques susceptibles d'aider à financer l'économie. Alors justement, je voudrais que l'on parle de ce livret A qui est un petit peu, selon l'expression consacrée, le placement préféré des Français. Cela plus le goût prononcé pour l'immobilier, est-ce qu'on ne peut pas parler de double peine pour l'épargne française qui se concentre finalement, même si on ne le voit pas, j'ai bien compris ce que vous nous disiez dans ce chiffre de 16%, entre l'immobilier et les placements sûrs, une malédiction d'une épargne qui ne serait pas mise à contribution de la croissance, qui ne servirait pas à la consommation finalement. Alors écoutez, c'est très français ça le débat, oui, le débat sur l'épargne réglementée, il est très français. Ce que j'observe, c'est que le montant d'épargne investi sur le livret A, par exemple, n'est pas supérieur au dépôt des ISA, donc c'est l'équivalent anglais, les comptes d'épargne, qui ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu, si vous voulez. Donc de ce point de vue-là, on a à peu près la même situation en France et en Angleterre, par exemple. La partie de l'épargne bancaire qui est exempte d'impôt sur le revenu est grosso modo égale, mais bon, la différence, c'est qu'une bonne partie de ces dépôts restent dans le bilan des banques en Angleterre, alors que chez nous, ils ne sont pas mobilisables par les banques. Donc je dirais, ce n'est pas ça fondamentalement la grande différence entre la France et les autres pays. Alors, quelle est-elle cette grande Alors moi, différence? je pense que la particularité française, elle tient à l'assurance vie. L'assurance vie. C'est là que vous avez les gros montants. Hein. Vous avez 1 400, 1 500 milliards d'euros qui sont investis par les Français en assurance vie. Alors cette assurance vie, en quoi elle consiste? Elle consiste en placements qui sont principalement des contrats dits en euros, donc qui offrent une certaine garantie de rémunération. Et c'est vrai que dans toutes ces années passées, l'assurance vie et les contrats en euros ont été extrêmement bien rémunérés. Et donc les Français, ils n'ont pas acheté beaucoup de titres, ils n'ont pas acheté beaucoup d'actions, ils n'ont pas acheté d'obligations, parce qu'ils avaient en face une voie royale qui leur proposait des rémunérations assez alléchantes et qui plus est très largement exempt d'imposition fiscale. Alors, dernière question, Didier Davidoff. Comment faire pour favoriser une épargne plus active, entre guillemets? Alors, vous me faites peur avec votre question, parce que je vous vois retrousser vos manches et puis mettre une perfusion ici, une autre là, faire des branchements, jouer le plombier. C'est un petit peu l'esprit qu'ont toutes les lois politiques et les réformes, les rapports qui succèdent. Le dernier, Lefebvre-Berger, en date, c'est un petit peu cela, faire des perfusions, voir comment flécher l'épargne vers l'économie réelle. Alors, résultat, on a une imposition de l'épargne qui est très lourde en France. On se rend compte que ce n'est pas viable. Et on fait des exonérations dans tous les sens, selon les priorités politiques ou sociales ou économiques du moment. Et donc vous avez aujourd'hui une situation où la plupart des placements financiers ou non financiers des Français échappent au régime de droit commun de la fiscalité. L'immobilier n'est pas imposé, les loyers implicites que les propriétaires, dont les propriétaires bénéficient de leur logement ne sont pas imposés, ou seulement à la taxe d'habitation et à la taxe foncière. L'assurance vie, si vous la gardez plus de 4 ans, c'est-à-dire 85% des encours, n'est pas imposé comme le reste de l'épargne. C'est l'ensemble des niches fiscales, en fait. Voilà, et donc c'est bien plus que les niches. Les niches sont en fait plus grandes que la maison. Et la cause de cela, c'est que le niveau d'imposition de l'épargne est devenu dissuasif.
Et alors donc le nœud du problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, vient probablement de l'assurance vie. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous différencie des autres pays européens. Et la situation est compliquée. On pourrait dire, bon, ben, on va rapatrier dans le bilan des banques les 1400 milliards qui sont en assurance vie, et puis voilà, on aura beaucoup de ressources pour financer l'économie. C'est extrêmement dangereux et on ne modifie pas les grands équilibres financiers, les grands équilibres prudentiels et de liquidité des sociétés d'assurance aussi facilement. Je retiens votre expression, les niches plus grandes que la maison. Didier Davidoff, je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci à vous.